Bonjour et bienvenue sur le podcast Culture Slalom où nous irons ensemble à la rencontre des champions, des entraîneurs et de tous ceux qui ont fait l'histoire du canoë-kayak slalom français. Ce sera l'occasion de découvrir leur parcours et d'échanger avec eux sur l'entraînement et la performance. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Brigitte Guibal. Alors Brigitte, c'est un des plus beaux palmarès du kayak féminin français. Elle est championne du monde 1997 et vice-championne olympique à Sydney en 2000. Salut Brigitte, merci d'avoir accepté d'être l'invitée de ce podcast. Je te propose comme toujours de commencer par le début. Qu'est-ce qui t'a amené au kayak slalom? Alors, j'étais dans un petit département en Lozère, une petite ville à Florac, où le kayak était un peu le sport de cette ville. En fait, j'ai débuté dans un club polyvalent, Sporting Club Floracois, qui faisait ski de fond, spéléo, kayak. Voilà, donc c'était le gros club un peu de la ville. Et puis, il faut savoir qu'à Florac, ceux qui connaissent un peu les rivières, on a la Mimette, le Tarnon, le Tarn, en fait, toutes les parties du Tarn. Voilà, donc le terrain de jeu était favorable. Et j'ai commencé dans les premières années collège. Et t'es tombé comment sur le club de kayak? Alors, pour dire la vérité, c'est Isabelle Guérin qui a commencé, qui était la seule fille. Donc, c'était ma voisine, on était très copines. Et donc, elle est venue me chercher en disant, viens essayer, comme ça on sera deux filles. Et ça m'a tout de suite plu. Ah ouais, génial. Et t'as fait beaucoup de sport avant ou c'était direct le kayak et puis c'est le match et c'est parti? Ouais, alors, j'ai fait un peu de tennis, pas beaucoup. Et puis après, les sports au collège, mais il n'y avait pas beaucoup non plus de clubs. Et puis, c'est un territoire, un département un peu rural. Donc, on galopait déjà à droite et à gauche. Voilà, on n'était pas forcément inscrit en club. Non, j'ai vraiment commencé la principale activité par le kayak, la spéléo et le ski de fond. J'y tiens parce que c'était vraiment un club polyvalent. Ah ouais, d'accord. Et alors, juste pour situer ça, c'était en quelle année et t'avais quel âge? Alors, j'ai commencé à 12 ans, donc pas très tôt. On découpait l'année. Donc, on faisait du kayak septembre, octobre, début novembre. On s'arrêtait vers la Toussaint. On naviguait moins après, beaucoup moins. On enchaînait sur ski de fond spéléo. Et puis, on reprenait mars-avril. Et voilà, jusqu'en juillet, voilà, les vacances d'été. Alors, je suis peut-être pas très bon en géographie, mais le ski de fond dans le Tarn? Non, alors Florac, c'est la Lozère. Et à l'époque, il y avait de la neige qui tombait assez bas. Donc, il y a des Ah stations ouais. comme le Blémard, le Mont-Lozère, le Mont-Égual. Voilà. Donc, Ah, le Montégoal qui a été monté en vélo au Tour de France c'est l'année ça. dernière. Ouais, ouais. Ouais. Fameuse station entre l'Hérault et la Lozère. Ok, donc club multisport. Et qu'est-ce qui t'emmène derrière à la compète? Parce que le multisport, c'est plutôt orienté du coup loisir, Ah j'imagine. oui, oui. Alors en fait, on voyait des portes de slalom que aux vacances de Toussaint, de Pâques et l'été. Ah ouais, c'est... Voilà. Oui, donc c'est vraiment découverte. En fait, on faisait des descentes slalomées. Quand on avait un peu un niveau d'expertise qui nous permettait de passer en critée à l'époque, donc en bateau descente, et ben on faisait un peu de descente. Mais sinon, c'était essentiellement que des descentes slalomées. Et voilà, moi j'adorais. J'adorais la Pontaise, Florac. Voilà, après, quand on était un peu meilleur, on passait sur le tronçon supérieur. Et j'adorais jouer avec l'eau, en fait. Voilà. Et par contre, j'étais très frustrée parce que les portes de slalom, on était cobayes, les jeunes du club de Florac, pour les stages initiateurs et moniteurs. Donc là, il fallait que les futurs initiateurs et moniteurs préparent des séances. Donc on montait un slalom et comme on était cobaye, on faisait des séances de slalom. Et tout de suite, ça m'a régalé. Jouer avec les piquets et en plus l'eau. Voilà. Puis après, on me les enlevait pendant quelques mois et on me les remettait plus tard. Voilà, il y avait quand même des petites compétitions où on allait faire des slaloms, mais j'étais pas mal frustrée du slalom au début, quoi. Je savais que ça existait, je savais qu'il y avait moyen de se régaler, mais j'ai vraiment pas commencé par 4 séances de slalom par semaine, loin de Ouais. là. Donc ça a tout de suite été le slalom coup de foudre. Oui, oui, Ouais. slalom avec la polyvalence quand même, parce qu'à l'époque, en cadet, on avait un titre combiné, descente slalom. Voilà, donc on faisait de la descente. Et puis ensuite, j'ai été au club de Montpellier, où il y avait beaucoup de plats. Donc la descente est devenue une activité pour la prépa physique, mais aussi parce que le terrain s'y prêtait, quoi. Soit sur la mer, soit sur les canaux. Voilà, donc j'ai gardé de la descente quand même assez longtemps. Et tu dis que tu as changé de club, tu es parti à Montpellier. Pourquoi à Pour les Montpellier? études, en Pour fait. les études. Ouais. Puis situation familiale. Donc après la troisième, on a déménagé sur Montpellier. Donc là, ça a été vraiment un sacré choc. Je suis sortie essentiellement des descentes et beaucoup de jeux à des séances structurées avec un petit carnet d'entraînement, comme connaissent maintenant les jeunes. Mon premier entraîneur, ça a été Eric Bio.
Et là, il y avait des portes de slalom, mais sur le plat. Donc, vraiment l'idée là de s'entraîner. Voilà. Et ben, ça m'a plu, l'idée de progresser physiquement. Et puis après, on allait quand même chercher un peu d'eau vive à Réals ou sur l'Hérault. Et puis de mettre à profit sur des bassins après, ça m'a plu aussi. Et ça, c'était à quel âge que tu déménages à Montpellier? À 15 ans. 15 ans. Donc tu fais 3 ans à Florac, Ouais, plutôt orienté pratique c'est ça. rivière, Ouais, un tout petit peu de slalom, mais ouais, juste pour entretenir la c'est ça, frustration de ne pas en faire. exactement. Et ensuite Montpellier, donc avec Bisu. Avec Bisu. Je sais pas s'il avait déjà Donc, le surnom. ouais, non, il a. Ça a toujours été Bisu. Ça a toujours été Bisu, voilà. Et oui, avec vraiment la notion d'entraînement et de travail, quoi, pour progresser. Avec déjà de la compète avant Montpellier? Oui, mais des petits sélectifs. Premier championnat de France en cadette 1, donc j'étais encore à Florac, je pense. Voilà, et voilà, les petits sélectifs régionaux, je me rappelle même plus comment ça s'appelait, mais pas énormément de compétition non plus, quoi. Voilà. C'est à quel âge ces premiers championnats de France? Cadette 1, donc Je voulais dire quelle année? quelle année? C'était 88 et j'ai dû commencer en 83. D'accord. Voilà. Donc championnat de France cadet, Bourg. Mes premiers championnats de France, c'était l'Ubaye. L'Ubaye. Voilà. Ça je faisais où sur l'Ubaye Le slalom, je me rappelle plus sur quelle partie, mais c'était des portes qui étaient montées sur une partie assez facile, enfin, quand même de rivière, hein, mais pas très compliqué pour les cadets. Et après, cadette 2, c'était dans la région, c'était Axat. Axat, c'est vers qui en fait. Ouais. Ok, voilà, avec une partie en haut, les gorges de Saint-Georges, et après le slalom à Axat, ouais. Et tu te situes comment donc c'est sur ces premiers championnats de France par rapport à ta catégorie d'âge? Le premier championnat, je cherchais un peu mes portes, mais je sais plus, je devais être peut-être dans le 10. Et le deuxième, il me semble que j'ai fait 3e en cadet 2. Est-ce que c'est un peu à ce moment-là que tu te dis pourquoi pas le haut niveau Oui, alors entre-temps, j'ai souvenir d'être allé voir les championnats du monde à Bourg en 87. Ah oui. Voilà. Donc là, d'avoir rêvé au bord. Et puis après, en junior, donc j'ai gagné les championnats de France. Mais je pense que voilà, c'est dans ces eaux-là où j'ai eu vraiment envie, en tout cas, de performer, de m'améliorer techniquement, et puis de mettre tout en œuvre pour aller le plus loin possible, quoi. Sans non plus me dire, parce que j'ai commencé quand même tard, j'ai jamais eu de sélection en équipe de France. En junior 2, j'ai fait des pré-mondiaux. Donc c'était une année sur 2 les mondiaux, donc junior 2, j'étais sur une année de pré-mondiaux. Mais voilà, d'avoir envie de... Attends, explique-moi les pré-mondiaux. Alors en fait, on avait des championnats du monde de junior tous les 2 ans. Voilà, donc si junior 1, tu avais un championnat du monde, junior 2, il n'y avait pas de championnat du monde, mais on allait quand même faire des pré-mondiaux. C'était une course inter en fait. Sur le même site que les futurs mondiaux? Exactement. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et par contre, il n'y avait pas de titre décerné, quoi. C'était comme actuellement une ICF, quoi. Ah ouais, c'est original. Voilà. Donc voilà, quand tu ratais ta sélection en junior 1, tu avais encore possibilité d'aller sur des pré-mondiaux en junior 2. Mais même en senior, après, les championnats du monde étaient tous les 2 ans. On n'avait pas des championnats du monde tous les ans. Ouais, c'est venu très tard, les championnats du monde tous les ans, quoi. 2001? Peut-être, moi j'ai jamais connu. Donc, ouais, donc ça doit être ça, 2001, 2002, 2003. Ouais. Et ces mondiaux à Bourg-Saint-Maurice que tu vas voir, donc petite, cadet. J'étais minime 2. Minime 2, ouais. Il y a quelqu'un qui t'a marqué en particulier sur cette course? Non, je crois que c'est le spectacle en général. Ah ouais, alors forcément, les filles, Myriam, Papia, Richard, mais j'étais pas assez dans le bain pour déjà avoir des idoles et connaître les bateaux, quoi. Ouais. Et ensuite, t'en as eu? Mais après, j'ai fait partie de la fameuse catégorie kayak dame française qui gagnait beaucoup. Donc, quand je suis arrivée en équipe senior ou en équipe B juste derrière, et ben, il y avait déjà Myriam, Papia qui était voilà, sur une fin de carrière, mais quand même, il y avait Anne Boxel, il y avait Marianne Agulon, voilà, donc il y avait déjà de quoi arriver à la maison, quoi. Et c'est vite devenu des concurrentes plus que des idoles, en fait. Concurrente, non, je me positionnais jamais en concurrente, en fait. Ce que j'ai estimé, ça m'a peut-être que ça a été
un de mes freins au début. Je sais pas, en tout cas, j'ai aucun regret. J'étais la petite jeune derrière, donc je cherchais avant tout à naviguer avec elles et voilà, à profiter de leur expérience pour progresser. Donc, j'étais pas non plus la petite jeune qui arrivait et boum, 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 laissez-moi passer et à mâcher sur les pieds, quoi. Donc, j'ai des très, très bons souvenirs avec Myriam quand elle est revenue de sa grossesse après l'arrivée de Jessica, voilà. 94 94, où on a fait pas mal de séances ensemble. Elle avait besoin sûrement un peu de fraîcheur, de bateaux qui se prennent pas trop la tête, et voilà, des bons souvenirs aussi avec Anne Boixel, Marianne, et voilà, beaucoup d'échanges avec des filles qui avaient déjà plusieurs championnats du monde à leur actif. Donc ça, c'est la génération avant toi. C'est ça, ouais. Et je reviens à Montpellier, donc tu étais en structure club, tu fais équipe de France junior, toujours en club Oui. à Montpellier. Est-ce qu'après tu as bougé d'une structure qui était en place Alors, je suis restée à Montpellier en fait. C'était pas trop d'actualité dans la famille de partir en pôle et pourtant j'avais vraiment envie. Ouais. Et Périgueux me faisait rêver, moi, d'aller je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était l'équivalent d'un pôle espoir. J'en rêvais, mais voilà, famille pas sportive, très plein air. Voilà, donc ça s'est pas fait. Il y avait quand même un club support à Montpellier aussi où il y avait un groupe d'entraînement de mon âge et une vraie émulation des entraîneurs, la possibilité de bouger, d'aller faire des compétitions. Donc j'ai pas été freinée. Et dès que j'ai pu après partir en Pôle France, j'ai saisi l'opportunité. Mais ça a été en 92. Donc vraiment senior 3 quoi. Ouais, donc Voilà. ça faisait 6 ans que tu étais à Montpellier Ça faisait 4 ans, je dis pas de bêtises, mais 4 ans. Ouais, parce que, non, 6 ans, tu as raison. Ouais, 6 ans. Ouais. Et tu parlais d'un bon groupe à Montpellier, donc déjà Eric Bio, un grand C2, Ouais. beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances techniques, j'imagine que ça doit être super de s'entraîner avec lui. Il y avait un bon groupe qui fonctionnait, des filles aussi dans le groupe. Oui, donc il y avait Isabelle Guérin, il y avait d'autres filles, et puis il y avait donc Isabelle Guérin qui était avec toi au début à Florac, qui est venue à Montpellier. On s'est suivis pendant de nombreuses années. D'accord. Et ensuite un groupe, tu vois, de cadets exactement le même âge, sélectionnés au championnat de France, donc une vraie émulation au club. Voilà, où on se déplaçait, où on faisait des stages. Et pareil, une équipe régionale assez dynamique, avec notamment des CTR très impliqués. Et comme CTR, François Bonnet, qui était un entraîneur décent à l'époque, qui m'a vraiment appris beaucoup de choses. Jean-Pierre Lémarie, voilà, qui était de l'ancienne génération et qui avait une façon d'enseigner le kayak peut-être très différente, encore plus différente que celle d'Éric, mais qui m'a beaucoup apporté. C'est quelque chose qui revient un peu dans les conversations que j'ai eues. J'ai fait le podcast avant avec Jacques. Seb en a parlé aussi, le rôle des CTR dans la construction d'une dynamique régionale. Ouais. Donc ça, c'est des personnes qui t'ont marqué. Ouais. Pour te donner une petite anecdote, la préparation au championnat de France, pour les bons minimes mais qui ne couraient pas au championnat de France cadet junior, c'était dans les gorges de Pierre-Lys, donc c'est un bon classe 3-4, très manœuvrier, où on montait un parcours de slalom. Et ben voilà, c'était sauf qui peut. Le CTR, il n'avait pas la corde de sécu, tu embarquais. Si tu nageais, tu gérais ta sécu. Les autres t'aidaient, tu rembarquais. Et puis voilà, quoi, tu prenais vraiment sur toi. J'ai plein de souvenirs aussi d'avoir fait des descentes sur des rivières en crue où les sélectifs étaient annulés et ils nous envoyaient quand même, quoi. Voilà, ou en me disant une fois à Thonon-les-Bains, tu suis le monsieur là-bas. Le monsieur, c'était Antoine Gauthier, champion du monde. Et il me dit, tu le suis, ok, je vais essayer. Voilà, donc un peu à l'ancienne, mais du coup, on était très responsabilisés et assez autonomes, quoi. Ouais. C'était très loin de la dynamique actuelle, stade d'eau vive, fonctionnement très fermé. Oui. Et il y avait toute une activité un peu interrégionale, genre, est-ce que tu fonctionnais juste avec ton groupe à Montpellier ou tu avais la chance de rencontrer plein de sportifs de toute la France ou d'autres régions? Non, il y avait les fameux stages inter-régions qui étaient réservés pareil aux cadets juniors. Il y avait une vraie dynamique. En fait, les groupes essayaient de se rencontrer pour créer une émulation et tirer les meilleurs vers le haut, quoi. Il y avait aussi une équipe de France, espoirs internationaux, tu vois, les gens qui n'étaient pas forcément en équipe, qui permettaient aux jeunes qui étaient, entre guillemets, un peu en retard ou qui n'avaient pas été en équipe de France, de continuer à
à progresser, à performer et de rencontrer surtout les autres bateaux, quoi. Tu as parlé aussi tout à l'heure d'une équipe de France B, c'était donc une sélection en gros par exemple, du 5e au C'est 7e ça, oui. qui allait sur des courses ICF, un équivalent Oui, alors, ICF, ou des Coupes du Monde. ou des Coupes du Monde, Ouais, carrément, ouais, d'accord. ouais. Mais il y avait avec une structure, et Oui. c'était le même encadrement Oui, que alors des l'équipe fois, il y A, avait, oui, c'était le même encadrement. De temps en temps, il y avait que 2 seniors qui allaient. Du coup, ils allaient chercher les 5 et 6, tu vois. Donc, assez tôt, j'ai couru des Coupes du Monde. Ouais, super. Ouais. Départ, tu pars où en Pôle France déjà? À Toulouse. À Toulouse, départ Ouais. à Toulouse, donc il y avait un Pôle France à Toulouse, il y avait Rennes, pas Il encore? y avait Rennes, il y avait Besançon Ouais. à l'époque. Et j'espère qu'il y avait un gros groupe slalom aussi à Lyon, mais c'est en Pôle France. Mais c'était essentiellement Besançon, Toulouse et Rennes. Pour donner une idée un peu, les slalomeurs qui étaient à cette génération, Besançon, j'imagine qu'il y avait Manu, C'est ça. donc Emmanuel Boudvin, Yves Narduzzi. Oui. Rennes, il y avait... Rennes, il devait y avoir Gilles Clouzot, Jean-Michel Régnier, Christophe Prigent, Anne Boixel. En C1, je dois en oublier. Voilà, et Toulouse, il y avait Addison Forgue, Vincent Fondeviole, Tony qui arrive un peu plus tard, Patrice Estanguet. Ah ouais, donc quand tu débarques à Peggy Toulouse, Sapré, ouais. c'est direct avec la crème de la crème, Ouais, quoi. ouais. J'imagine que débarquer dans un groupe d'entraînement avec des palmarès pareils, ça doit être quelque chose. Ouais. C'est en 92? 92, ouais. Donc tu es sélectionné en Pôle France sur des résultats déjà des premières Coupes du Monde que tu as couru? C'est ça. Et puis, je crois, alors je me rappelle plus exactement, mais 91-92, j'étais un bateau qui était assez rapide. On avait des petites pénalités à 5 secondes. Donc j'avais un petit surnom qui était loin d'être glorieux, mais c'était Guibal, 10 balles, parce que je faisais souvent de pénalités. Et d'ailleurs, quand la touche est passée à 2 secondes, ça m'a sauvé. Voilà, et du coup, oui, il y avait le groupe des filles qui était vraiment identifié équipe senior, et puis j'étais juste derrière, quoi. Et donc j'imagine que tu avais super envie d'aller à Toulouse rejoindre ce pôle. Qu'est-ce qui fait ce déclic que tu peux y aller? Alors, petite histoire affective, j'étais avec Philippe Vuitton qui lui attendait une mutation entre Besançon, Rennes et Toulouse. Et puis c'est le moment où il a arrêté d'être pagayeur. Et Hervé Madoré, il m'a dit, ce sera Toulouse. Donc j'aurais très bien pu aller à Besançon en fait. Okay. Du coup, je l'ai suivi. Voilà. Bon, tu restes dans le sud alors. Je reste dans le sud. Enfin, j'imagine que de Montpellier, Toulouse, c'est déjà le nord. Je crois même qu'on avait déménagé à Besançon et arrivé là-haut, on nous a dit c'est plus Besançon, c'est Toulouse. Ah, carrément? Ouais, je suis quasiment sûre. Voilà. Mais bon, à l'époque, on n'avait pas grand-chose, donc on est reparti sur Toulouse et voilà, on est arrivé à Toulouse. Ah ouais, sacré chamboulement. Ouais. Hein. Et comment ça se passe? Donc, c'est arrivé à Toulouse parce que c'est toujours été en famille, même à Montpellier. Ouais. Et là, c'est changement de vie, quoi. C'est changement de vie, mais j'étais vraiment préparée, quoi. Pour le coup, bac plus 3 à attendre de pouvoir partir. Donc là... T'attendais que ça. Voilà. Pour moi, ça n'a pas non plus été un gros changement. Et puis t'es même prête à aller à Besançon, quoi. C'est ça, oui, sans problème. Ouais. Et puis, on se connaissait quand même bien avec Franck Wilfried. C'était la région, on avait fait déjà beaucoup d'actions ensemble. Pareil, enfin voilà, je ne débarquais pas non plus dans une structure avec beaucoup de points d'interrogation. J'étais sûre que j'allais être bien accueillie et ça a été le cas. Tu avais fait donc un bac plus 3, une licence de... Alors j'étais partie en STAPS, qui était mon choix vraiment d'orientation depuis assez jeune. Et du coup, j'ai fait une maîtrise à Montpellier et après je suis venue passer le CAPES à Toulouse. Voilà. D'accord. Donc l'équivalent d'un master et après le CAPES enchaîné à Toulouse. Je reviens un tout petit peu en arrière. Quand tu es à Montpellier avec Bisu, ça fonctionne comment l'entraînement? Donc tu es encore assez jeune quand même au début. Oui. Est-ce que c'est tout de suite des entraînements physiques sur l'eau, de la muscu? Est-ce que c'est essentiellement du pagayage dans les portes? Est-ce que vous faites beaucoup de descentes? Comment ça se passe? Ouais, alors il y a quand même pas mal d'entraînements physiques. Ça a été là vraiment la grande différence avec Florac. En fait, à Florac, je faisais du physique, mais sans m'en rendre compte. Et là, 20 fois une minute quoi, sur le plat avec stop. 20 fois une minute? Voilà, stop. Et puis après, tu changeais. Chicane, beaucoup de répétitions. Voilà, le vrai travail, quoi. Et puis, la notion de
de toujours chercher à s'améliorer techniquement sur le coup de pagaie, la répétition. Voilà. Alors que moi, je sortais vraiment des descente slalomée où c'était le fun, c'était jamais la même chose. Là, on allait une vague, une autre vague. Donc, ça a vraiment été très différent, mais j'ai trouvé que c'était peut-être le moment pour performer après en slalom, de faire ce travail-là dans les juniors, premières années seniors, de passer par un travail un peu plus laborieux, on va dire. Mais j'ai jamais eu, alors ça, toute ma carrière, j'ai jamais eu la sensation d'aller travailler à l'entraînement. Voilà. Je le tournais, je bossais quelque chose, mais jamais à reculons, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'ai aussi arrêté le soir des Jeux, parce que j'avais très peur d'un moment de voir me botter les fesses en disant allez, va t'entraîner. Voilà. J'étais plutôt la reine des entraînements, toujours partante, toujours à fond. Les courses, ça a été un peu plus compliqué à une période, mais voilà, l'entraînement, ça a toujours été un régal, quel que soit l'entraînement. J'ai perdu ma question. Euh... Muscu. Muscu, Ouais, ouais, à fond déjà. à fond. Alors, c'était l'époque, je pense. Voilà, donc moi j'ai essayé, on me dit muscu. Voilà, j'ai toujours essayé de savoir pourquoi je faisais les choses, de les comprendre d'abord, et puis de savoir, et puis d'essayer d'individualiser un peu, quoi. Donc en muscu, j'ai souvenir qu'on était dans une salle de muscu à Montpellier avec des gros malabars. Voilà, donc après on s'est approprié un peu plus ce qu'on pouvait faire en muscu pour éviter de leur ressembler. Ouais, mais j'ai souvenir de muscu. Ouais. Et c'est vrai que quand tu racontes ton parcours, j'ai l'impression que t'as presque eu le parcours idéal en fait. La découverte de l'eau vive, du slalom, la passion, Ouais, la grosse construction des fondamentaux sur le plat, et puis ouais, quand t'es prête, ouais, là on va rejoindre les grands, ouais. les meilleurs mondiaux à Toulouse, dans une structure où on va parler haut niveau quoi. Ouais. Alors c'est vrai, et pourtant j'ai ce souvenir que c'était jamais dans la facilité. C'est-à-dire que plus j'ai évolué, plus les choses sont devenues faciles. Alors qu'on pourrait dire qu'au début on facilite l'apprentissage pour les enfants. Mais débutant en Lozère, moi je prenais un bain par descente parce que je tentais toujours des choses. Même des fois les entraîneurs, quand on poussait un peu en novembre, là qu'on faisait les dernières descentes slalomées, ils me disaient Brigitte, ce serait bien aujourd'hui d'éviter de nager. 5 minutes après, j'étais à côté du bateau. On n'avait pas de piscine pour apprendre à esquimoter. On a appris à esquimoter à la rivière. J'ai appris à nager à la rivière aussi. Voilà. Après, j'arrive à Ah ouais, Montpellier. direct, Ouais, voilà. il n'y Après, avait pas j'arrive à le brevet de Montpellier. natation avant de faire du Non, kayak, c'était... c'est ça. Après, j'arrive à Montpellier. Donc là, je découvre la piscine, l'esquimotage. Donc, c'est un peu plus facile. Mais par contre, c'était sur le plat, le Lèze, comme le canal, le Bras-Mort à Toulouse, quoi. Voilà, ça colle. Donc, tu peux faire ton parcours une fois vers le bas, une fois vers le haut. Tu vois pas la différence. Voilà, et toujours l'idée que c'est pas facile, mais quand même, quand on te sort et qu'on va jouer dans le slalom sur des bassins comme Saint-Pé, tout ça, c'est un vrai bonheur, quoi. Voilà. Donc, toujours un sentiment un peu de frustration. Tu vois, t'as pas ta petite séance d'eau vive tous les jours, quoi. T'attends le Ouais, mercredi pour aller à Réals, pour monter tes portes dans le rapide de l'usine en dessous, faire ta petite séance de bateau sur les portes que tu viens de monter, démonter tes portes, rentrer. Et puis tu refais ça le samedi sur les roues. Voilà. Donc, et voilà. Et puis après, tu arrives en pôle, et puis là, c'est plus facile. Et puis après, voilà, après 96, 97, 98, là, tu fais des stages. Il y a un bassin comme CO, enfin, là, tu te régales, quoi. et du coup, est-ce qu'après, tu as un peu cultivé cette frustration de, de faire beaucoup de plats pour que quand tu es sur le slalom en eau vive, Oui, c'est le plaisir, oui, quoi. oui, oui. S'il fallait T'as gardé retourner à ça. faire du. Oui, s'il fallait retourner et retravailler des choses, oui. J'y allais parce que je savais qu'après, ça allait être que du bonheur sur le bassin d'eau vive. Ouais. Et puis à Toulouse, voilà, on a quand même cette culture. C'était quand même le pôle élite à Toulouse. Ben, le lundi soir, je peux encore te donner mon planning, ma planif. Hein. Allez, Lundi vas-y. soir, c'était départ en descente, Franck et Wilfried en descente. Hop, on allait jusqu'au petit piquet qui sort là-bas. On faisait 55 minutes de descente. Mardi midi, c'était five. Mardi soir, c'était footing en groupe. Donc là, les horaires que tu dis, c'est un entraînement qui est aménagé autour du travail ou de l'entraînement Oui, ou de, oui. pardon, Ouais, c'est des cours. essentiellement sur le midi 2 et sur le soir 17-18. Je veux pas dire de bêtises, mais dans ces années-là, Wilfried et Franck travaillaient. Ouais. Franck à EDF, Wilfried, je crois qu'il était à France Télécom. Vincent Fond de Viol aussi travaillait. Donc on s'adaptait à ces horaires-là. Ouais. D'accord.
Donc, tu me disais lundi descente, Ouais, mardi. lundi descente, mardi five. On avait au moins 2 five, parce que ça, c'était quand même la séance référence. Ouais, c'est Et vrai c'est deux. moi j'ai grandi en faisant des fives, mais on 5 n'en fois fait 5. plus vraiment Ouais, non. maintenant. Alors, on mettait une consigne différente, quoi. Il y avait le five confrontation, il y avait le five concentration, il y avait le five, voilà, plus aérobique, qui voit des 30-30 maintenant. Voilà, après, on avait footing collectif. Le mercredi, c'était séance physique. Et après, fin de semaine, je sais un peu moins, parce qu'on a essayé quand même de partir sur Saint-Pé ou d'aller rejoindre Loville. Mais on rentrait lundi et on rattaquait notre séance descente au moins jusqu'au janvier-février, assez tard dans la saison, quoi. Ouais. Même si déjà il y avait plus du tout de projet descente à ce moment-là, c'était que de Oui, l'entraînement. oui, oui. Saint-Pé, fois aussi. Ça, oui, oui, oui. Ouais, Oui, j'imagine à Toulouse, oui, à 50 minutes. oui, oui, oui. Le jeudi, c'était oui, souvent journée à foie. Et les portes étaient déjà montées. Et les portes étaient déjà montées, ça. Génial. Génial. Et elles bougeaient. Waouh, il y avait des va-et-vient et tout, quoi. Incroyable. Ah ouais, là, c'est la révolution. Euh, T'as découvert, du coup, la concurrence à l'Inter assez jeune? Championnat du monde junior? Ouais, alors des pré-mondiaux juniors. Pré-mondiaux? Ouais. Après, mes premières Coupes du Monde, j'ai pas souvenir. J'ai fait Laufer, j'ai fait quelques Coupes du Monde. Laufer? Ouais. Autriche? Non, Allemagne? Autriche. Autriche? Et après, je suis passée en équipe senior, je pense 94, 95, 96, c'était les Jeux à Atlanta, 95, c'était Nottingham. J'ai dû passer en équipe senior en 94. 94, donc une année sans championnat du Tout monde. à fait, ouais. Des Coupes du Monde. Et j'ai dû faire les podiums en Coupe du Monde peut-être à partir de 95 sur le site d'Okoé, je crois, où j'avais gagné. Tu vois, c'est assez flou quand même. Hein. Je suis pas du style, je sais pas où est ma médaille olympique par exemple à la maison. Ah oui, c'est vrai. J'y ai pensé il y a quelques temps. Voilà, je sais les Coupes du Monde que j'ai gagnées parce que c'est des bassins Okoé, donc sur le site des Jeux d'Atlanta, Tassène, Saint-Pé. Voilà, les podiums, ça reste un peu plus flou. Je crois qu'il y en a CO, Lofer. Et après, voilà quoi. je patine un peu dans mes souvenirs. Il faudrait que je regarde. Et c'était qui les meilleurs internationales à ce moment-là? Il y avait déjà Elena Kaliska qui pointait le bout Qui de court son toujours nez, aujourd'hui, voilà. en 2021. C'est ça. Il y avait du coup Stepanka, Yegarsova. Il y avait des Allemandes, il y avait Evi Hus, il y avait Stripeke. C'est après la réunification. Donc c'est une ex-allemande de l'Est. Ouais, je dois en oublier. Puis il y avait des Françaises. Voilà, mais c'est ces noms-là qui me reviennent à l'esprit. Ouais. Essentiellement européen, Ouais. toujours. Ouais. Il y avait Dana Schladek, pardon. Dana Schladek, l'américaine. Américaine, ouais. Américaine qui a fait 2 aux Jeux d'Atlanta. Et que je connaissais bien parce qu'elle était licenciée au club de Montpellier. Quand elle venait courir, donc on avait une patrouille du feu de Dieu, c'était Marianne Agulon, Dana Schladek et moi. J'imagine que vous avez tout gagné avec ça. On a gagné pas mal, et, ouais, et j'avais intérêt d'être bien réveillé au départ en haut de bourg. Ouais. Tu partais combien? 3. 3, ouais, donc fallait suivre les deux. C'est ça, ouais. J'imagine qu'à ce moment-là, Marianne était plutôt en fin de carrière. Alors, je sais qu'Anne, elle a arrêté en 97. Ouais, Marianne était plutôt en fin de carrière. Ouais. Par contre, avec Marianne, on a beaucoup échangé parce qu'elle était aussi du club de Montpellier. Donc, on a fait énormément de patrouilles ensemble, des championnats de France. Ouais, on a quand même navigué, on s'est côtoyé beaucoup par l'intermédiaire du club. D'accord, sacrée patrouille en tout cas. Oui. Comment tu gères un peu tes premières performances où ça arrive finalement assez vite? T'as quel âge quand tu fais ta première victoire en Coupe du Monde? Bonne question. C'est quelle année? 71, donc je pense 23, 24 ans. 24 ans? Ouais. Mais si tu veux, en fait, il y a toujours eu le potentiel bateau rapide, tu sais. Ouais. Donc, je savais que je pouvais le faire. Voilà. Et du coup, j'ai mis un peu de temps à concrétiser. Alors, il y a sûrement beaucoup d'explications. Je regrette rien parce que, encore une fois, les compétitions, les résultats, c'est une chose. Mais après, il y a tout l'équilibre de vie et toute la phase d'entraînement qui sont quand même 80-90% de ton temps, en fait. Donc, là-dessus, je m'épanouissais pleinement. Et les compétitions, c'était un peu en dents de scie, quoi. Oui, je savais que je pouvais le faire, et puis ça passait ou ça passait pas. Donc ça met un peu de temps à se mettre en place. Sûrement beaucoup de respect des anciennes.
Au bout du compte, une envie de faire du haut niveau, mais presque un peu toute seule chez moi, tu vois. Donc pas forcément hyper bien au départ des courses, tu vois, pas assumé de prendre le départ des courses. Donc là, il a fallu continuer un petit travail mental pour mettre les choses un peu au clair, quoi. T'as fait ça tout seul, le travail mental? Non, avec Isabelle Inchospé, donc la préparatrice D'accord. mentale de Tony aussi pour les Jeux de 2000. Qui coachait tout le pôle de Non, Toulouse ou toi? Tony et moi, et puis il y avait un préparateur mental aussi, Jean-Louis, qui était exceptionnel, qui est plus avec nous, malheureusement. Et oui, j'ai trouvé les bonnes personnes, en fait. Voilà. Et bon, c'est peut-être que c'est venu un peu tard, mais je suis pas sûre que si j'avais fait ce travail avant, j'étais aussi mature pour l'entendre, le comprendre et le mettre en place, quoi. Voilà. Et alors, vous avez travaillé sur quoi spécifiquement pour résoudre ce... Déjà assumer, Guibal, si tu fais de la compétition, parce que moi j'étais très altruiste, je fais de la compétition pour m'améliorer, pour chercher vraiment la performance technique, et en fait le résultat vient après. Et il me disait, mais va faire les gorges de marathon des gorges de l'Ardèche, ou va, voilà quoi, tu vas faire autre chose, mais là à un moment tu prends un départ, tu as un dossard, et à l'arrivée tu as un résultat. Donc si tu n'as pas anticipé le fait que ce que tu vas faire sur l'eau, ça va donner un résultat, fais que de l'entraînement, quoi. Voilà, donc j'ai commencé à voir les choses un peu différemment. Et puis il y a eu le moment aussi où j'étais pas passée très loin des sélections en 96. Je crois toujours à cause d'une petite touche. 97, je gagne les mondiaux au Brésil. C'est qui va en 96 au jeu? 2 bateaux, c'était Myriam et Anne Boxel. D'accord. Voilà. Et donc t'arrives en 97, ouais, là Voilà, tu es donc championne du monde. ouais, je suis championne du monde. Je gagne des manches de Coupe du Monde, tu vois, et du coup, ben voilà, là, à un moment, C'était là le déclic, quoi. voilà, il faut assumer, quoi. À un moment, Ouais. tu peux plus non plus dire que tu es là pour prendre des départs et te faire plaisir, parce qu'en plus, c'est quelque chose, quand je dis fais-toi plaisir au départ d'une course, je le dis jamais à un athlète. Parce que je sais que à tout moment, 30 secondes avant le départ, il peut ne pas être bien, quoi. J'ai pas connu, moi, cet état d'être hyper sereine en me disant, là, eh ben, on y va, on va se faire plaisir. Le plaisir est une notion que j'ai découvert au fur et à mesure d'une manche. Voilà. Mais sur une compétition, ouais, arriver avec vraiment une satisfaction au top parce que tout s'est déroulé comme tu as prévu. En fait, tu connais, hein, voilà, qui ont passé des manches, ils connaissent, et puis là, tu prends de plus en plus de plaisir. Voilà, mais être au départ en disant, je suis bien là, j'ai pas connu. Voilà. Ça peut aussi être un frein, hein, finalement, de se Bien sentir bien sûr. au départ, et Ouais, puis en fait, ouais. tu prends un 50 Oui, à la 1 complètement, parce que... ouais. Ouais. Et ouais, donc c'est vraiment ce travail d'assumer que c'est de la compète et qu'il faut gagner, Oui, c'est ça. qui t'a permis de... Ouais. Parce je sais pas si tu as eu l'occasion de travailler avec ce qu'ont fait Sylvain et Ralph Hippolyte sur le profilage. Et j'ai en entendu parler, mais c'était pas encore d'actualité à notre époque, hein. Ouais. Ouais. Je crois que ce que tu Et, dis, c'est assez caractéristique d'un profil qui s'exprime par rapport à soi-même et qui n'est ouais, pas forcément dans la relation de bien concurrence sûr. aux autres. Ouais. Donc tu es resté dans ton profil, dans ta façon Tout de à fait. penser et tout, Ouais, mais en disant, voilà, c'est de la compète, c'est ça. il faut... Ouais. ouais. Anticipe, assume, qu'est-ce que tu cherches, en fait, tout ce que tu mets en place, tu te donnes les moyens. J'étais plutôt quelqu'un qui était assez autonome dans l'entraînement, dans le sens où on essayait d'aller chercher. Ça, on pourra aussi en discuter, mais à l'époque, on avait des entraîneurs de catégorie. Mais au bord, quand on faisait des quarts, il y avait l'entraîneur kayak dame en haut, l'entraîneur des C1 sur le deuxième quart, l'entraîneur des C2 sur le troisième quart, et l'entraîneur des kayakom en bas, quoi. Donc, tu pouvais pas fonctionner avec ton entraîneur de catégorie sur des séances comme ça, tu vois. Donc, tu allais piocher chez Sylvain, je savais exactement, tu vois, ce que j'allais demander, les retours, voilà, chez Pedro, chez les C2, et puis chez Jean-Michel Prono, qui était l'entraîneur des kayak dames. Et oui, l'idée, c'était de comprendre que tout ce que je mettais en place, et j'étais quand même assez pro dans mon entraînement, et ben, à un moment, ouais, au bout du compte, c'était quand même pour chercher un résultat. Donc, partir, qu'est-ce que je voulais aller chercher, je l'assumais. Voilà, et puis après, remonter et travailler sur les moyens, quoi. Donc t'es passé de l'entraînement pour le plaisir, parce Ouais, que t'adores ça, etc., à l'entraînement pour une c'est ça, performance. ouais. Ouais. Tu parlais, ça m'a surpris, l'entraînement catégoriel et de coach à poste, c'était tout le temps coach à poste? Non. Tu vois, une séance de quart, c'était coach à poste. Après, ça peut être coach qui suivait la catégorie. Mais oui, il y avait sur les préparations Coupe du Monde ou juste les stages équipe de France, il y avait peut-être un tiers des séances où on avait, entre guillemets, accès ou qu'on demandait des consignes à d'autres coachs. Voilà.
voire des fois des entraînements, si on voulait faire un 5 confrontation, mais pas de la vraie confronte avec tout ce qui va au niveau mental et tout ça, ben c'était la séance avec les C2. Voilà. Kayak Dame venait avec eux et on faisait la C'était séance les C2 confronte. Voilà, ouais. les responsables Ouais, c'est ça. confrontation. Ouais. Ils faisaient toujours leur séance confronte la veille des courses, où ça chambrait. Ah, la veille où des ça... courses, Ouais, carrément. la veille des courses. Ouais. Ça chambrait tout ça. Donc si à un moment tu recherchais de te mettre un peu voilà, en mode j'assume et voilà, je sais que je suis là pour du résultat et par contre je veux me centrer sur ma navigation, t'allais avec les 8 loustiques là. Et voilà, ils te recevaient, ils t'accueillaient bien, t'en avais comme ça. Ah, Non, mais c'était fallait pas avoir super peur. souvenirs. Fallait avoir C'était des confiance super en souvenirs. soi. Et puis à l'époque, ouais, pour la petite anecdote aussi, mais les kayak dames et les C2 faisaient les mêmes temps. Oui, Voilà. c'est vrai, oui, Ah oui, ouais. ça a longtemps été ça. Donc Ouais. selon les parcours, le bassin et tout ça, et ben on pouvait être devant. Donc c'était vraiment des super partenaires d'entraînement au niveau de cette émulation-là. Et toi, tu t'éclatais là-dedans dans cette confronte quand même par rapport à d'autres personnes. Oui. Ouais, oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec ce travail mental sur toi-même, que tu as commencé à prendre vraiment goût à la confronter avec les autres, ou c'était déjà Non, tout le temps c'était ça, déjà. ouais. Ouais. À l'entraînement, j'ai jamais eu de soucis avec ça. Ouais. Ouais. Mais dans la confrontation, sans encore une fois avoir l'idée, c'est le jeu quoi. Je vais jouer et puis après on voit. Voilà. Tu peux gagner, tu peux perdre, voilà. C'est l'idée. Mais dans toutes les activités, je crois que j'étais, il me semble, une bonne partenaire d'entraînement parce que j'étais partante pour tout quoi. Ça pouvait être le foot à 18h, mais ça pouvait être la rando. Voilà. J'étais assez active, on va dire. Donc un besoin de faire pas mal d'activités. Et ouais, je me régalais dans cette notion de groupe et qui avance et qui tire vers le haut, quoi. Puis un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Ouais, donc c'est marrant, ça m'évoque ce que faisaient les cadors américains, où c'était un peu plus tôt dans les années 80, Luck Bill, Hearn, etc., qui avaient leur séance de confronte, enfin leur groupe qui se confrontait énormément avec le fameux coach qui venait en costard à l'entraînement puis qui allait bosser à la Maison Blanche après. Et si je me souviens bien, apparemment certains C1 français étaient allés là-bas se confronter et il y avait tout un système de tu peux t'entraîner avec nous si tu montres que tu es au niveau sur la confronte. C'est ça, tout à fait. Ouais. Il y avait un peu ça aussi avec les C2 ou... Non, en fait, ça chambrait et c'est vrai que c'était quand même une séance qui faisait partie intégrante de leur course. C'est-à-dire que certains qui étaient pas bons sur la confronte avaient du mal le lendemain à s'exprimer. C'était vraiment un avant-course, mais ouais, partie intégrante dans leur préparation bien spécifique à eux, quoi. Voilà. Et après, ils acceptaient, hein, encore une fois, c'est l'idée, tu te confrontes, mais après, tu acceptes. Tu perds, c'est pas grave, parce que tu sais que de toute façon, peu de temps après, tu rejoues, quoi. Voilà. Et ça te permet aussi de relativiser, en fait. Ce qui est quand même la compétition, je crois, à part peut-être certains bateaux, mais on passe plus de temps à perdre ou à être frustré qu'à lever les bras à l'arrivée, quoi. Je suis sûr que même une Jessica Fox passe plus de temps à perdre et être frustrée. Donc, cette remise en cause, je pense qu'il faut l'accepter, puis il faut essayer de la banaliser sur l'entraînement, même si le seul entraînement qui est vraiment concret, ça reste les courses, quoi. Et ils faisaient ça toute l'année ou juste spécifiquement avant la course? Toutes les courses importantes, ils faisaient ça. Et donc avant un championnat du monde, il y avait confronte C2 la veille Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais voilà, ça faisait partie, eux, de comment ils fonctionnaient, les C2. Et puis même les autres catégories, de temps en temps, rentraient dans le jeu, quoi. Et tout le monde jouait le jeu, ou des fois, il y avait un C2 qui se sentait mal la veille de la course, qui n'avait pas envie de prendre le risque de... je crois que ça faisait partie, tu étais C2, tu étais dans la séance confronte. Ouais, voilà. Si tu viens pas, c'est que tu te sens faible. Tu te lèves pas le lendemain pour prendre le départ. Ah ouais, d'accord. C'est difficile à imaginer maintenant, ouais, ça... Intéressant. Donc c'était vraiment cette démarche d'entraînement catégoriel qui était poussée à fond. Il y avait personne qui pouvait se cacher. Il fallait. Ouais. Alors il y avait deux choses très riches et moi ça m'a énormément apporté. C'est les entraînements catégoriels sur les échéances ou en stage. Et après c'est les groupes d'entraînement sur l'épaule, quoi. Mais je pense que maintenant c'est pareil. Toi, on avait vraiment des affinités avec notre groupe d'entraînement, Franck Wilfried, Tony, Vincent Fondeviol. Et du coup, après, en équipe, voilà, on échangeait toujours, mais après, on était un peu plus catégorie. Donc, au quotidien, il y avait quelqu'un qui vous coachait, ton petit groupe? Ouais, c'est Pilou, donc Philippe Vuitton. Alors, au départ du pôle, c'était Yvon Ollery, CTR. Et ensuite, il y a eu Sylvain Curigné,
Voilà, puis après, le responsable du pôle, c'était Pilou. Donc, sur l'année, vous aviez Pilou qui vous coachait. Oui, Et arrivé, donc Pilou, c'est Philippe Vuitton. ouais, c'est ça. Ouais. Les Faut nouveaux pas vont pas les surnoms. comprendre. Ouais. Et par contre, arrivé sur les stages sur les échéances, il y avait un coach catégoriel qui était Jean-Michel Pronon. Tout à fait. Ouais. D'accord. Toi, tu te sentais vachement bien dans ce système. Oui. Ouais. Oui, après, encore une fois, je sais que j'avais des besoins des fois autres. Donc, je me permettais d'aller chercher, s'il fallait, auprès d'autres entraîneurs. Voilà, mais il y avait des vrais échanges entre les entraîneurs. Donc, de temps en temps, voilà, c'est pas du tout gênant qu'un kayak homme demande à Jean-Michel Prono ou une kayak dame à Sylvain Courigné, quoi. Est-ce que tu penses que ça a changé parce que maintenant, il n'y a qu'une place au jeu et en fait, les entraîneurs sont presque en concurrence? Je sais pas. C'est une question que je me pose. Je pense que l'athlète doit quand même chercher cette autonomie et être vraiment, comprendre tout ce qu'il fait et être capable d'être vraiment auteur de son projet, tu vois. Et du coup, un entraîneur peut lui convenir très bien, mais un autre entraîneur, il va peut-être aussi pouvoir travailler d'autres choses, quoi. Tu vois, rester un peu ouvert. Puis après, l'échange entre les entraîneurs, peut-être que c'est devenu un peu plus individualiste, avec une place au jeu, quoi. Mais bon, moi je trouve qu'une place au jeu, quand tu es tout seul au départ, tu as quand même besoin d'un groupe, quoi. Un groupe d'entraîneurs, un groupe de catégorie, un groupe équipe de France. C'est vrai que Sébastien, là, que j'ai eu en podcast récemment, m'a dit arrivé aux Jeux Olympiques, en fait, tu as 4 athlètes, 4 entraîneurs, Ouais. un kiné et puis l'équipe de direction un peu. Ouais. Éventuellement quelques personnes en soutien, mais ça fait une toute petite équipe et donc forcément les relations c'est difficile clairement on peut pas faire un système où il y a tous les C2 qui se tirent la bourre la veille de la course. C'est sûr. C'est forcément une approche très différente. Je reviens sur sauf si tu as des choses à ajouter sur ça, sur l'entraînement catégoriel et tout. Non, pour l'instant non, peut-être plus tard. On y reviendra peut-être. Je reviens sur les touches. Donc tu m'as dit que tu as fait tout un travail mental déjà pour gérer ta relation à la compétition et voilà, et que ça a fait un gros déclic sur ton approche. Comment tu as fait pour arrêter d'être 10 balles 10 balles et passer Alors 10 déjà, balles championne du monde? ils ont eu la bonne idée de me mettre la touche à 2, donc là, ça m'a permis de respirer. T'as gagné avec des touches quand même, du coup? Ah ouais, d'accord. J'ai gagné pas mal de courses avec des touches. Voilà, après, j'avais, des souvenirs de Eric Coquelin, tu vois, qui était un grand entraîneur de Myriam notamment, mais qui parlait très peu. Mais quand il venait te voir à la fin d'une course, et j'étais encore jeune, hein, qui te disait une phrase, tu la notais et tu la lisais tous les soirs, quoi. Et il m'avait dit, Brigitte, tu as l'essentiel, la vitesse. Voilà. Donc il m'a dit surtout, ne mets pas le frein. Voilà. Il faut aller vite, il faut attaquer, il faut s'engager. L'activité fait que tu vas avoir de plus en plus besoin de ces qualités-là, et il n'avait pas tort. Du coup, voilà, j'ai pas non plus cherché à me brider et à faire des semaines en passant à zéro, carnet d'entraînement des touches. Voilà, mais c'était un peu frustrant, mais j'ai fait avec. Et puis petit à petit, ça s'est régulé avec un peu plus de précision, un peu plus de rigueur, quoi. Donc t'as pas forcément fait un travail spécifique sur les touches finalement. Non, j'ai pas de souvenir de séance traumatisante où au bout d'une touche je débarquais, quoi. Chose que des fois maintenant on peut voir, ou que des fois aussi je leur fais au DRE, mais pas aussi drastique. Ah bah d'accord, tu les traumatises c'est ça. alors que tu l'as pas subi. Et ouais, t'as pas fait par exemple les séances, tu rajoutes une porte à chaque descente si t'as pas touché, puis si t'as touché, tant que t'as pas passé à zéro, tu continues. J'ai souvenir de séances de bisu un peu comme ça. Ouais, mais tu vois, c'était sur le plat. C'est le genre de séance bisu. Voilà. Où en fait les autres ont déjà changé, que toi tu fais encore ta dernière série, et que même lui il croise les doigts pour que tu touches pas, sinon il va rentrer tard. Oui, j'ai souvenir de séances avec bisu qui met encore en place maintenant le lundi entre midi et 2. Mais ça a été efficace, ça? Oui, je pense. En fait, ça te met bien les points sur les i en disant, ben oui, en fait, tu fais une activité où la pénalité compte, quoi. Voilà.
Et puis, voilà, après, ça s'est quand même régulé sur les dernières années. Avec l'expérience. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que ta stratégie, finalement, ça n'a pas été de dire bon, de toute façon, je vais toucher, je vais juste essayer d'aller plus vite pour compenser ma touche? Non, alors j'ai faisais vraiment tout pour pas toucher, hein, Ouais, vraiment, quand même. vraiment. J'étais très rigoureuse sur le projet, mais par contre, je m'engageais, quoi. Voilà. J'allais pas faire un stop 3 mètres en dessous pour être sûr voilà, de passer bien au milieu des piquets. Donc, j'essayais quand même de m'engager sur les figures techniques en essayant d'avoir le maximum de vigilance après sur l'eau pour gérer les pointes et tout le reste, quoi. Et c'était quoi alors les touches? C'était des pointes, c'était des portes trop serrées, c'était la tête baissée, je sais pas. Ouais, il y avait un peu de touches tête baissée sur les fins de parcours. Et puis, ouais, je pense que c'était petites touches de bateau, voilà. Ouais. J'ai pas non plus fait un gros travail pour savoir exactement avec quoi je touchais et pour le résoudre. Ça, c'est, je te dis, un peu calmé sur la fin quand même. T'as travaillé peut-être sur le matériel aussi par rapport à ça? Alors, j'ai jamais fait de forme de bateau. On a beaucoup échangé avec des athlètes là-dessus. Mais ouais. Tu as échangé sur les formes ou sur les Ouais, sur formes les. spécifiquement dans cet enjeu de touche? Non, non, non. Non, sur les formes. L'idée de voir des bateaux rapides, hein, donc forcément avec des bouchins, tu vois, chercher du rebond et tout ça. Et puis après, les bassins étant un peu plus serrés, les tracés un peu plus exigeants, partir sur des bateaux Prigeon qui étaient un peu plus joueurs, on va dire. Tu vois, l'équivalent maintenant d'un Kaipi, par exemple, qui est assez joueur et peut-être un. Ça me parle pas, c'est du kayak, tu sais. Voilà, excuse-moi, donc un hype, c'est comme si tu prends d'un Wattels et après tu passes à un hype. Tu Ouais, vois, d'accord. voilà. J'avais travaillé sur des bateaux qui facilitaient un peu plus les réchappes notamment, quoi. Ouais. Ok. Puisqu'on est sur le matériel, t'as cherché plutôt à innover ou est-ce que t'avais un fonctionnement, voilà, je prends le bateau du meilleur et puis s'il me va bien, c'est bon? Ni l'un ni l'autre en fait. J'ai jamais fait de forme, mais par contre je me suis toujours intéressée, tu vois, comment on les faisait. J'avais l'exemple de Patrice Estanguet qui a vraiment été un précurseur là-dedans, qui faisait ses bateaux en mousse et c'est un Le Groin là. Je sais pas si tu en as entendu parler. Ouais. Ouais, mais en fait il naviguait un moment dans un pain de mousse quoi, où il avait résiné le dessus et il a vraiment été précurseur dans plein de domaines. Après, tu vois, j'ai vu des Fabien Lefebvre et tout ça, donc j'ai quand même toujours été admirative de ce qu'il faisait. Et après, des fois, j'ai été au plus simple. Voilà, j'ai pris une pagaie de Double Dutch, je savais pas quel angle, j'en ai vu une par terre, c'était celle de Richard Fox, j'ai posé la mienne, j'ai angulé et j'ai collé. Voilà. Et ça, j'ai toujours la même pagaie depuis 30 ans. Voilà. Même Donc, angle, même angle. l'angle Richard Ouais, Fox. c'est ça. C'est combien l'angle Richard Avec, Fox? je sais plus, mais avec en plus Double Dutch des coudes qui servent pas à grand chose, quoi. Maintenant, c'est démontré que la triple torque est mieux que la double torque, mais c'est pas grave. Je m'étais bien adapté à ça. Voilà, donc j'ai cherché la facilité et loin des échéances, je me suis quand même posé des questions sur les bateaux. Il y a quand même eu des bateaux allemands, les pagaies Double Dutch. Voilà, un travail aussi avec à l'époque Optima, c'était comment il s'appelait euh, La Croix, Gérard, à Avignon. Et voilà. C'est très intéressant et je pense que c'est bien que les athlètes aussi se questionnent par rapport à ça, sans que ça devienne une psychose, mais qu'ils comprennent un peu comment leur bateau fonctionne, pourquoi et pourquoi il est adapté à leur style de navigation ou au contraire, peut-être qu'il n'est pas adapté, il faut voir changer et pas forcément prendre le dernier bateau en vue parce que la meilleure navigue dedans, quoi. En fait, vous avez dû vivre une période super riche, les années 90. C'était là que s'est situé toute Ouais, ta carrière, ouais, essentiellement. Parce que vous êtes passé, en fait, de la rivière, du bassin naturel, au début des bassins ouais, artificiels, de passer des courses à 3 minutes, ouais. aux courses ça finit à quoi en 2000 Ouais, c'est encore. 2 Alors, minutes? c'est l'addition des deux manches en 2000. Ouais. Mais ouais, c'est plus de 2 minutes. Je sais plus les temps, mais c'est plutôt de 20, de 30, il faut que je regarde. Et alors, Ouais. comment t'as géré ça toute ta carrière? Parce que changer de durée d'effort, de type de bassin, de type de matériel, j'imagine Ouais, mais en aussi. fait, c'était de plus en plus facile. Donc, Ah ouais. c'était, tu vois, les bateaux, au début, on les construisait. Après, on a eu les premiers bateaux feuillettes. Après, il y a eu des bateaux, tu vois, on est en nid d'abeille, là, les premiers bateaux en mousse. Voilà, et tout devenait, en fait, plus facile. Si on te raccourcit un slalom, en fait,
c'est pas hyper gênant, quoi. Tu travailles, on faisait beaucoup de failles, donc tu travailles un peu plus l'explosivité. Mais on avait déjà les qualités de base pour faire 3 minutes, donc si on le raccourcissait, c'était que du bonus. Je sais pas si tu as vu les manches à Okoe, je crois que c'est à Atlanta. Sur les mondiaux ou sur les jeux? Sur les jeux. En Ouais, j'ai 86. vu, ouais. Déjà, le J'ai vu la start, manche Martican-Patrice. voilà, pour aller jusqu'à la porte 1, là, de l'autre côté. Ouais, La rivière, ouais. elle était super large. Ouais. Ouais, mais enfin, est-ce que ça demande des qualités différentes de performer sur Okoe ou CO? Oui, tout à fait. C'est quand même, je sais pas s'il y a deux bassins dans le monde qui sont plus différents que Et Okoe, CO, large, volumineux, avec des mouvements d'eau naturels, des grandes traversées, etc. Et CO où ça se joue sur 4 mètres de large. CO, enfin, j'ai souvenir qu'on a mis vraiment du temps avant de comprendre déjà le concept des mouvements d'eau, tu vois, tout était nouveau pour nous. Surtout CO, un bateau de 4 mètres. Pareil Augsbourg. Augsbourg, quand on allait faire les Coupes du Monde à Augsbourg, ça restait à chaque fois la manche à tenir jusqu'en bas parce que rien n'était acquis. Et maintenant, en fait, vous êtes plus polyvalent parce que vous avez une culture de ces bassins un peu plus jeune. C'était Bratislava aussi, les débuts, Tafen. Ouais, bon, on avait quand même. C'est vrai, j'ai souvenir d'un grand temps d'adaptation sur ce bassin. Augsbourg, c'était toujours les Allemands qui gagnaient? Oui, toujours la Mercedes systématiquement. En haut, oui, toujours. Oh là là. On va voir que ça a changé l'année prochaine. Oui, c'est ça. Et vous aviez quelle approche par rapport à ces bassins du coup qui étaient super durs à prendre en main, d'une part parce que c'était un peu nouveau de faire de l'artificiel, et d'autre part parce que c'était à l'étranger. Est-ce que vous allez très souvent en stage assez haut, Augsbourg, Brat, Mikulas? Sur les dernières années, oui, on a essayé de multiplier les stages justement sur les bassins qu'on maîtrisait le moins, quoi. On savait que Foix, Bourg, Saint-Pé, tout ça, on savait faire. Et on était plutôt très bon. Et voilà, on essayait après de coller aux autres bassins pour être à l'aise sur les Coupes du Monde qui commençaient à être de plus en plus sur ces bassins-là. Vous aviez un peu des critères de dire il y a un championnat du monde à Penrith par exemple, ça serait bien de passer X semaines à Penrith avant, ou c'était bon? On a été quand même sur le bassin de Penrith pour les jeux, ouais. Donc là, on a été 1 an avant, puis on a fait plusieurs stages. Après, sur les autres échéances, Nottingham, oui, on allait faire un stage avant un championnat du monde, par exemple. Après le championnat du monde au Brésil, c'était un bassin déjà qui était un peu plus petit, moins spécifique, on n'allait pas en stage avant. Bon, c'était loin, ça se comprend. On faisait souvent un stage à Bratislava. On essayait quand même de varier sans non plus tomber dans du bachotage, en se disant on y va tous les 2 mois parce que c'est là-bas que ça se passe, quoi. Et il y avait peut-être, je sais pas, au niveau des étrangers, et ouais, il y avait peut-être un peu de polyvalence sur ces bassins-là, et peut-être un peu moins de travail spécifique sur un seul bassin, quoi. Voilà. Et alors, est-ce que vous faisiez déjà des stages hivernaux comme on fait nous en Australie chaque hiver? Alors c'est la grande période Costa Rica. Ah oui, Voilà, Yves donc m'en a ça, beaucoup parlé. voilà, donc pour la vida, comme disait Narduse, oui, on arrivait, donc super pays, super accueil, très belle rivière, on montait notre slalom, donc là on revenait un peu en arrière, mais bon, on savait faire du coup, sur une portion de rivière qui était en dessous ouais, une belle portion de rivière. Pardon, et après ils ont fait un barrage, donc ça s'est perdu. Et il y avait le frère de Bibi, qui avait une société de raft. Voilà, donc c'est lui qui nous a un Qui peu. est toujours là-bas. Qui est toujours là-bas, pas qui nous a un peu ouvert les portes de ce magnifique pays. Voilà, donc là, beaucoup d'eau vive, grosse d'eau vive. Après le bassin, il y avait je ne sais plus combien de kilomètres du classe 4 que Mano Brugvin faisait des fois avec les mains parce qu'il avait oublié sa pagaie ou cassé sa pagaie, enfin voilà. Alors que toi, tu t'accrochais à Je lui ta en parlerai à pagaie. Manu, je lui en Voilà. parlerai. Tellement c'était gros, c'était du 4 volumes. Donc toi, tu étais bien content d'avoir ta pagaie pour les rouleaux et surfer. Et lui, il était à côté de toi avec les mains. Non, des super souvenirs. Ouais. 3 ans de suite, je crois. Et vous faisiez combien de temps Je crois que c'était une quinzaine de jours. Une quinzaine de Ouais. jours au Costa Rica. Je vois pas bien où c'est. C'est Amérique centrale. D'accord, donc Ouais. pas trop de décalage horaire. Pas trop de décalage horaire. J'ai pas tellement souvenir d'avoir souffert de ça. Bon décalage culturel, parce qu'en plus on était hébergés dans les familles au début.
Et puis, toujours pareil, possibilité de faire autre chose que du kayak, avec des randos volcans, voilà, un peu d'océan. Ouais, ouais, des très bons souvenirs de ces stages. Et après, du coup, ça a perdu un peu, on va dire, du côté exotique parce qu'on est passé de l'hébergement dans les familles à une maison louée et pas à l'hôtel, mais presque quoi. Voilà. Suivait un peu l'évolution aussi de cette ouverture au tourisme au Costa Rica. Ouais, vous y étiez un peu avant la... Juste avant, ouais. Ouais, Ouais. d'accord. Et pourquoi la fin du Costa Rica en stage hivernaux? Le barrage? Non, je pense que c'est peut-être arrivé avec l'Australie, préparation des Jeux de Penrith. Voilà, mais ouais, je sais pas après si on est reparti au... Ah, on a fait un stage en Afrique du Sud aussi. Ouais, pareil, avec un Sud-Africain kayakiste Cameroun, qui nous avait invités. Et là, pareil, monter le bassin, toujours sur une portion de rivière. D'accord, donc c'était retour à Florac. C'est ça, exactement. Ou à Montpellier, ouais. Super. Euh, on va revenir un peu sur la compète, les courses. Donc, tu m'as dit première Coupe du Monde gagnée en 95 à Okoé, 84, Oui, 95 oui, Okoé, 96 tu passes à côté de la sélection olympique oui. pour une Alors, touche. 96, maintenant ça me revient. J'ai été voir les Jeux. Il y en a pas mal qui m'avaient dit tu verras voir les Jeux en spectatrice, c'est pas super, tu vas être frustré. Et en fait, C'est le but. voilà, ouais, C'est le- Franck Wilfried avait gagné. Donc déjà, voir les copains gagner, ça avait été un réel bonheur. Et après, j'ai ce souvenir-là, en fait, d'en avoir profité, d'en avoir pris plein les yeux en disant, ben voilà, en fait, c'est magique, hein, mais la prochaine fois, t'es de l'autre côté, quoi. Voilà. Donc ça a vraiment peut-être été une source de motivation pour les 4 dernières années. Ouais, ça a été un moment marquant d'aller voir les jeux pour Oui, toi, tout à pour fait. ensuite avoir envie d'y aller. Oui, oui. Est-ce que c'était. Toi, tu as commencé ta carrière, le slalom était plus olympique Oui, depuis euh, 72. oui, oui, oui. Après, C'est revenu en 92. Donc, oui. est-ce que. Du coup, j'imagine que tu n'as pas grandi peut-être dans cet idéal olympique. Non, pas grandi. Et puis on y est revenu, 96, et puis à un moment on est ressorti du programme, Ouais, ça a on va en été parler tout à l'heure. Ouais. récupéré. Voilà. Oui, c'est vrai qu'en 87, aux mondiaux, là, il y avait du beau spectacle, mais aucun athlète n'avait comme ambition d'aller faire les Jeux, quoi. Voilà. Donc, ouais, en 87, j'allais pas dire, moi je veux être championne olympique, ça, c'était inconcevable, quoi. Tout simplement. Ouais. Le déclic, c'est plutôt 96, alors sur le Ouais, moment où ouais, ouais. moi j'ai envie de faire les jeux. Ouais. D'accord. 92 aussi, on est allé les voir. Et 96, j'ai ce souvenir-là, vraiment d'en avoir bien profité, hein. Et c'était un magnifique spectacle et d'avoir dit, ben voilà, en fait, tu as le niveau, tu as les qualités pour maintenant être de l'autre côté et les courir, quoi. Et ça a l'air d'être une super expérience, vu de l'extérieur. Donc maintenant, ce serait bien d'aller vérifier de l'intérieur si ça vaut le coup, quoi. Voilà, Et derrière, tu commences l'Olympiade en trombe. voilà, c'est ça. Alors raconte Donc, un peu comment ça se construit ces championnats du monde. D'Atlanta. Je reviens d'Atlanta. Il y a du coup des filles qui ont arrêté en kayak dame. Donc je passe de la petite jeune qui poussait, qui était là, à presque la jeune vieille, quoi. Avec des petits jeunes du coup derrière qui poussaient. Voilà, Comme par donc exemple il y avait à l'époque en 97, il y avait Isabelle Després, Peggy Dickens. Il y Annelise Bardet, avait Annie, oui, tout à fait. qui est ta génération. Oui, ouais, Ouais. ouais, 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 ouais. Il y avait Mathilde Pichery, c'est un peu plus tard. Voilà, donc là, voilà, il faut que j'assume mes responsabilités. Ça vient au Et... même moment que ce travail. Exactement, ouais, D'accord. ouais. Donc retour d'Atlanta, ouais, c'est ça. Tu te dis maintenant, je suis plus la jeune, Ouais, faut que je prenne il y mes a encore, responsabilités. il y avait encore Anne Boixel qui a couru en 97 et Anouk Cloubier c'était aussi sa dernière année. Mais tu vois, c'est vraiment cette transition dans la catégorie kayak dame. Et donc tu t'entraînes à Toulouse, Oui, toujours le même groupe, oui, avec les champions olympiques. c'est ça.
Ils sont revenus à l'entraînement Ouais, dès on le leur mois de avait septembre ou... rebaissé un peu là en disant c'est bon, maintenant, non, je rigole. Ouais, ils sont revenus, ils ont quand même eu des sollicitations. Ah, ils étaient vraiment ouais, dans un autre monde. Premier champion olympique C'était français ouais, premier en champion slalom. olympique. Moi, j'ai souvenir d'être allé à Paris avec eux quand ils te présentent au patron d'Adidas en disant t'as pas un petit contrat là pour la petite jeune là, elle vient de gagner des Coupes du Monde. Tu te sens mais toute petite quoi. Et lui qui cherche, dit oh, on va trouver ça. Voilà, non, on leur doit beaucoup. Patron Enfin, d'Adidas, Bernard Tapie? non, Non. non, non. Je sais plus comment ils s'appelaient à l'époque, mais ouais, ils ont ouvert pas mal de portes au kayak slalom, quoi. Puis ils avaient une démarche très, très pro. Je pense surtout de par Franck, tu vois. Puis même, ils avaient annoncé avant 96 qu'ils voulaient être champion olympique. Ils l'annoncent. Voilà, ils communiquent dessus et ils le font. Donc après, ils recommuniquent dessus. Enfin voilà, ça, pour parler avec la gueule, quoi. Voilà. Et moi, je rêvais en me disant, mais toi, t'annonces des petites choses, déjà, t'as du mal à les mettre en place. Ouais, ils ont ouvert beaucoup de portes pour le slalom, c'est sûr. Alors, quand tu les retrouves à l'entraînement en octobre, est-ce que tu les tapes sur les Je confrontes? les tape parce qu'ils sont à la rue, forcément. Donc moi j'avais pris de l'avance avec Tony qui arrivait. J'espère que Voilà. Franck écoutera ce podcast. Ouais, ouais, ouais. Hein, Franck, tu te rappelles hein, en muscu là, quand je te chargeais tes poids. Non, mais après, ça a toujours été un régal de s'entraîner avec ce groupe. Franchement, très différent hein, au niveau des motivations. Hein. Encore une fois, hein, je pense qu'il y avait autant de vision de pourquoi je suis en bateau que de Gugus en bateau à chaque entraînement. Quoi. Mais il y avait Laurent Burst aussi qui était sur Toulouse, tu vois, Kayak. qui a fait quatrième au jeu. Ouais, c'était intéressant. Les échanges étaient très intéressants. Comment ça se passe ces sélections l'année post-olympique? Et puis de ton Alors, nouveau statut aussi, quoi. ah ouais, non, les fameuses sélections. Ah ouais, en 97, on a vécu un grand moment dans le règlement des sélections. C'était deux courses. Le vainqueur de la une était sélectionné, le vainqueur de la 2 était sélectionné, et après c'était l'addition des deux. Pour le troisième. Pour le troisième et quatrième, Ah oui, il y a quatre places je encore. crois qu'il y avait quatre bateaux. Hein. Oui, il y avait quatre Ouais. bateaux, parce qu'il n'y en avait que trois en patrouille et un qui restait sur le carreau. Ouais. Et donc le soir de la première course, Frank Wilfried, qui était champion olympique, n'avait pas de passe droit, donc il se rate la première course. Ils prennent un 50. Brigitte Guiba, elle prend un 50. Manu prend un 50. Sylvain Curigné prend un 50. On Oui. était quatre leaders. Donc en fait, tu passes une mauvaise nuit et le lendemain, tu n'as qu'à gagner la dernière course, sinon tu n'es pas qualifié. Il n'y a pas de Ah ouais. joker. Voilà. Ah ouais. Voilà. Donc ouais, peut-être que les championnats du monde m'ont paru après facile, en fait, au Brésil. Parce qu'attends, donc il y avait trois courses. Deux courses. Ah, il y avait que deux Deux courses. courses. Et après, c'était l'addition des deux. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc fallait gagner le deuxième Voilà, jour c'est parce que ça. sinon. Ouais. Ah ouais, d'accord. Soit tu étais placé le premier jour et tu pouvais espérer être placé le deuxième à l'addition, ça passait, mais moi j'avais pris un 50, Franck Wilfred aussi. Et Sylvain aussi. Manu et Sylvain, ouais, aussi. Ouais. Et vous avez tous les quatre gagné. Non, Sylvain, non. Manu, je me rappelle plus. Pourtant, il était au champ. Ouais, il a dû. Franck Wilfried, oui, mais c'est la seule fois où j'ai vu Franck une tête de déterré le matin d'une course. Lui qui était une bête de course, il avait rien dormi de la nuit. Et ouais, pour lui, c'est un très mauvais souvenir, ces sélections. Voilà. Moi, ils m'ont rassuré parce qu'ils étaient là. Tu vois, voir que eux aussi, même champion olympique, il fallait faire la course le jour J. Ouais, c'est vrai, il n'y Ça, avait pas de bonus. non, rien. C'était... Ouais, voilà. Et Sylvain, c'est à ce moment-là qu'on lui propose de devenir entraîneur? C'est Un peu ça. plus tard. Ouais, Ouais. c'est dès cette Ouais. année-là. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc tu gagnes le deuxième jour, Oui. sélectionné. Mm. En quoi? En mai? Oui, c'était toujours ouais, 2, 3 mois. Alors, des fois, les championnats du monde étaient décalés au Brésil, je ne me rappelle plus quand ils étaient. Des fois, ils étaient plutôt fin août, début septembre. Ouais, 97, c'était à Foz do Iguaçu, c'est ça? Ouais. Ouais. Et donc, plutôt début septembre. Ouais. Ouais. Ça se passe comment la saison qui précède le championnat du monde? Je me rappelle même plus les Coupes du Monde qu'il y a eu, pour te dire, hein, comme quoi j'étais centrée. T'en as pas gagné, donc tu t'en Non, rappelles pas? peut-être que j'ai fait des podiums, je me rappelle plus. Je me rappelle avant 2000, parce que là, il y avait vraiment une vraie planification des courses où il fallait performer, entre guillemets, des courses
pour préparer les jeux, d'autres courses où on essayait, on travaillait, et puis des courses off où on ne cherchait pas forcément de résultats, où on n'y allait pas. Mais oui, pour les 97, j'ai le souvenir de ce long stage au Brésil, parce qu'il y avait un peu de décalage horaire, et puis on n'y allait qu'une fois, donc pour connaître un peu le bassin. De la préparation terminale qui s'était très bien passée, du côté complètement décalé de ces championnats du monde. Complètement décalé. Ils étaient au fin fond, dans un endroit en pleine cambrousse. On faisait 4 ou 5 kilomètres de piste pour y aller avec nos petites voitures Fiat là. Et ils étaient dans des petites gorges. Il y avait une espèce de festival de musique où ça fumait de tous les côtés. Ouais, c'était complètement. Voilà. C'était pas le bassin qui est en 2007? Non. D'accord. Non, C'était ouais. sur les chutes Ouais, de tout à fait. Iguaçu et Ouais, derrière. sur la rivière. Ouais. Donc gros, très gros. Non, petit bassin. Petit bassin, Ouais. d'accord. L'équivalent, petit bassin un peu manœuvrier, qui ressemblait, je peux pas te dire, mais il n'y a pas d'équivalent, mais pas du tout pot, quoi. Tu vois, ouais, peut-être Toulouse avec de l'eau ou un peu plus de dénivelé en bas, mais ouais, bassin assez petit. Parce que la rivière en dessous des chutes à Iguaçu, Ouais. c'est du costaud. Ouais. On avait fait, et puis après ce championnat du monde, ils avaient encore la bonne idée d'organiser les Jeux mondiaux de la nature pour les médaillés. Voilà. Et on a embarqué au pied des chutes d'Iguassou. Et là, c'est la première fois que j'ai vu des kayakums contents. C'était sous forme de border cross en bateau slalom. Il y avait un débit de plus de 1000 mètres cubes. Donc ça, c'était du vrai slalom extrême. Voilà. Il y avait des portes, elles étaient espacées des centaines de mètres. Elles étaient larges de dizaines de mètres. Et je crois que c'est la première fois que j'ai vu des hommes en kayak ou en C2 ou en C1 être contents de ne pas être qualifiés. Ah oui, Ouais, c'était que les médaillés qui avaient le droit de quoi. Alors, non, tu sais, après, tu passais les tours. C'était en border. Et du coup, les deux premiers allaient au tour suivant. Et le 3 et 4, ils s'arrêtaient là, quoi. Et il y en a qui levaient le point, ils étaient troisième, quoi. Non, c'était vraiment énorme et on n'avait pas du tout le matériel adapté. Enfin, voilà. Bon, ça, c'est. J'ai entendu des histoires de marmites plus grandes qu'un C2. Ouais, Franck Wilfried, ils avaient disparu pendant 30 secondes, on voyait plus rien, quoi. Et là, il y avait une vraie solidarité internationale. Elena Kaliska, par exemple, presque à un moment, j'étais un peu en difficulté, limite si elle n'est pas venue vers moi pour voir si je m'en sortais ou pas, quoi. Ouais. Parce qu'il n'y avait aucune sécu. Les vagues cassaient comme à la mer, donc on partait des fois en soleil avec nos petits bateaux là, qui étaient faits pour plutôt 15 mètres cubes qu'autre chose. Et voilà, mais après ça reste une course extraordinaire, mais actuellement plus jamais il y aurait d'organisation comme ça. Quoi. Ouais, c'est difficile à imaginer. Ouais. Moi je la ferais pas en tout cas. Non, c'est clair. Et ouais, donc tu arrives sur ce bassin que tu connais pas. Non. Vous avez fait un stage avant? On était 3 semaines avant, peut-être, ou 15 jours, tu vois, avec du coup une petite période de pause avant les courses, vu qu'on ne pouvait pas rentrer. Voilà, après c'était un bassin très ludique, parcours un peu technique, assez glissé. Voilà, donc oui, je reste centré sur l'envie de performer, mais dans le sens manche, être satisfaite de la manche en bas. Et puis le titre arrive, mais voilà, il était quand même un peu attendu, quoi. C'est pas non plus la grosse surprise, quoi. Ouais. C'est quand même quelque chose que je cherchais et je tournais autour depuis quelque temps. Ouais, t'étais favorite, plus ou moins? Alors, ouais, pas dans les bateaux favoris de par leur palmarès, parce que j'avais des Coupes du Monde, mais c'est tout, une 7e place à Nottingham. Voilà, mais dans les bateaux rapides et potentiels médaillables, oui. Ouais, on se dit le jour où ça passe, aïe. Voilà, ouais. Puis il y avait quand même Anne Boxel, tu vois, qui était encore. Qui courait, donc elle qui avait déjà des médailles au championnat du monde. Donc peut-être qu'en française, tu vois, j'étais juste derrière elle, quoi. Voilà. Ça change tout? D'être champion du monde? Ouais. Eh ben. Ça change tout, non ça, fait, tu te réveilles pas meilleur le matin et ça change pas ta personnalité ou voilà ta façon d'être, mais par contre oui ça c'est pas un aboutissement, mais pour tous les entraînements je trouve que c'est une vraie satisfaction, quoi, de te dire ça y est, je l'ai fait, voilà, ça c'est fait, et puis après pour construire les autres années c'est quand même une marche importante. Et il se passe quoi après? Alors déjà, bon, ça va être la question ensuite, mais
Il se passe quoi en termes de sponsors, de presse? Est-ce que ça te permet de te professionnaliser? Tu étais Alors, professeur de PS, c'est ça? mon plus gros sponsor, c'est l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai été en équipe, j'étais sur un poste détaché à la direction régionale de l'UNSS. Donc en gros, tu veux t'investir, tu viens, tu t'investis sur de l'organisation de compétitions, des championnats de France s'il y en a dans ta région, tu participes à des championnats d'académie, tu peux travailler sur des petits, je sais pas, des demandes au niveau nombre de licenciés, petit travail de statistiques et tout ça. Par contre, quand tu pars, les choses se font sans toi, quoi. Donc, tu n'as aucune contrainte par rapport à ton calendrier, donc tu poses tes stages. Ça a vraiment été une grande chance pour moi. Mais Ah. t'étais pas complètement détaché, t'avais quand même Oui, des ouais, et puis moi missions. je souhaitais, pour mon équilibre, j'avais besoin d'avoir en tout cas le temps que je passais à Toulouse, d'avoir une demi-journée de travail. Ouais. Entre les entraînements, je trouvais que c'était riche, ça me permettait de profiter de mes entraînements. Je sortais pour aller m'entraîner, voilà, je sortais du travail et j'aurais eu du mal à attendre entre les entraînements, ou il aurait fallu que je trouve une autre activité. Et après, au niveau des sponsors, en fait, j'ai eu la chance que peu de choses que j'ai demandé, je l'ai obtenu. Voilà, donc je me suis dit à un moment, ce serait bien d'avoir quelques billets d'avion pour justement me professionnaliser un peu dans mes déplacements, moins de fatigue. Donc j'ai été voir une agence à Montpellier qui m'a dit qu'est-ce que vous voulez. J'ai dit ben 5 vols nationaux et un inter ou deux, voilà, ça a été fait. T'es allé le Euh, voir avec un petit dossier ouais, tout et un grand ça. sourire. Ouais, c'est ça. Et là-dessus, j'ai vraiment pas passé beaucoup de temps. Après, ben, Adidas, c'est grâce à Franck et Wilfried, hein, où j'ai eu un petit contrat. Donc là, j'étais habillée. Rip Curl, ben, ils cherchaient des sportifs pour leur matériel vraiment spécifique kayak. Donc on était avec Tony, Franck, Wilfried. Voilà, donc on avait tout ce qui est équipement jupe, qui était assez révolutionnaire à l'époque. Voilà, et puis un jour, j'ai dû rentrer dans un magasin de fringues en me disant, ben, ou non, même pire que ça, à Montpellier, Newman, la marque Newman. Je suis rentrée, je regardais, et puis le monsieur il m'a dit j'ai vu votre tête quelque part. Et en fait, il y avait un article à Montpellier la veille, parce qu'il y avait une cérémonie après 97. Donc j'ai expliqué, j'ai dit ben peut-être ça. Donc il a ouvert le midi libre, il a vu ma tête. Et là, il m'a dit mais vous n'avez pas besoin de tenue pour vos soirées? Et je dis ben si. Et je suis ressortie avec 4 tenues, quoi, voilà. Et donc après, Ah, j'ai fait le tour, génial. j'ai dit bon, j'ai mes baskets, j'ai mes chaussures pour aller en ville, j'ai mes bateaux, je peux voyager, ben ça me suffit. Et je suis quand même prof à la base, quoi. Hmm. Voilà, donc c'est pas la peine de passer Ouais, plus de c'est temps. déjà d'avoir Voilà, un salaire qui tombe tous les mois, c'est clair. ça, Ouais, ça ouais, change tout. ouais, ça change tout. Ouais. Hmm. Comment tu bascules sur la suite après ce titre de champion du monde? Il y avait déjà un projet, tu étais déjà parti sur 2000, etc. Est-ce que Ouais, c'était un peu flou aussi par non, rapport à la... c'était. Alors, il y a eu la période où on a été sorti des jeux, puis on est revenu. Donc ça, c'est quand ça? C'est après 97, hein. C'est retombé assez rapidement À là des après. mondiaux, Ouais, c'est ça, ouais. vous aurez pas de champion, vous aurez pas de Jeux Ouais, alors Olympiques. la période, c'est vraiment Franck qui s'en rappelle le mieux parce que ça l'a énormément marqué. Forcément, ils étaient champions olympiques et du coup, ils n'avaient pas la possibilité de refaire des jeux. C'était leur troisième Olympiade à eux. Voilà, donc ils se sont bien battus. Il y a eu pas mal d'actions qui ont été menées. Président de la République notamment qui a aussi œuvré pour. Ah, carrément. Ouais, et puis après, on a eu la réponse, on était en stage à Sorte, où on a eu la réponse comme quoi on était réintégré au programme olympique. Et là, ça a vraiment été plaisir. Donc là, Parce que vous avez fait une grosse soirée. c'est ça, c'est ça. Jean-Michel Prono, si tu m'écoutes. Voilà. Et ensuite, voilà, après, ben, j'ai dit, ben, je pousse voilà, pour essayer de vivre cette expérience olympique avec le passage obligé 99, les quotas, enfin voilà, quoi, classique. Et puis je vais jusqu'en 2000. Et par contre, après 2000, quoi qu'il arrive, j'arrête. Ouais, donc il y avait déjà cette réflexion sur j'ai envie d'arrêter. Oui, alors encore une fois, hein, je, jusqu'au dernier entraînement, j'y étais vraiment avec la banane et énormément de plaisir. Voilà, après, j'avais 29 ans, donc il y a le moment aussi, l'année de trop, la vie familiale, l'envie de fonder une famille. Voilà, et j'avais peur de faire l'année de trop, quoi. Voilà. Et j'ai arrêté le soir des Jeux. Tu savais avant? Oui, Donc tu as abordé les Jeux en te disant c'est ma dernière oui, course. oui. Ça t'a libéré, ça a mis plus de pression. Je sais pas, mais en tout cas au départ des Jeux, quand tu pars la dernière parce que tu as gagné la première manche, qu'il n'y a plus personne derrière toi, parce que c'était la dernière catégorie, Tony vient de gagner.
Et là, tu te dis, laissez-moi un petit quart d'heure de plus ou mettez-moi une autre course derrière, quoi. Voilà, non, mais j'ai jamais eu d'ambiguïté par rapport à ça. Beaucoup de gens ont pensé que j'avais arrêté parce que j'avais une médaille, que si j'avais pas une médaille, j'aurais continué. Non. Là-dessus, je crois que c'était une décision. Ouais. L'équilibre de vie passait par là et voilà. Je n'ai jamais remis en question ça. On revient en 97, tu bascules tout de suite sur l'Olympiade? Ou Oui. c'est d'abord, voilà, il y a de l'étape, Non. il y a du championnat du monde, Non. il y a une année sans championnat du monde, C'est du ça, coup. 98, du coup, une année un peu particulière avec l'envie d'aller faire un peu autre chose l'été que le circuit complet. Donc là, les entraîneurs très réceptifs m'ont dit tu fais la première partie, puis pas la deuxième partie. Donc on était parti avec Pilou sur des courses en Suède, Norvège. Voilà, se changer un peu les idées, puis quand même garder toujours de la navigation, mais dans un contexte un peu différent, quoi. Voilà. Pour peut-être recharger les batteries avant de repartir pour 2 années. On savait qu'elle allait être pas compliqué, mais ouais, l'année 99 et après jusqu'aux sélections déterminantes. Ouais. Donc ouais, dès 97 tu bascules, 98 cette année un peu de transition Ouais, c'est ça. où Ouais. tu recharges les batteries. T'abordes comment déjà les sélections 99? Pas de bonus, j'imagine. Ouais, non, pas de bonus. Pas trop de souvenirs des sélections. Tu vois, des fois, comme quoi, quand tu te fais botter les fesses sur les sélections, après, t'es performant et quand ça passe facile, tu l'es moins. Non, j'étais plutôt focalisée sur le championnat du monde qui était. C'est la première fois que je connaissais ça, en fait, qui déterminait les quotas olympiques. Donc là, j'étais vraiment dans la posture de la plus ancienne, la plus expérimentée. Compter sur toi pour Et aller ouais, c'est chercher ça. les Ouais. quotas. Alors les autres, je sais pas s'ils comptaient sur moi. En tout cas, moi, je m'étais mis pas mal de pression sur les qualifications pour aller chercher les quotas dès les qualifications, quoi. Voilà. C'était donc il y avait deux filles Oui, et trois chez les C1 parce que Manu a gagné. tout à fait. Non, deux Non, il était aussi. deux aussi. Non, Mais c'est Manu juste. était sélectionné Tout d'office. à fait. Comme Ouais, Mano était champion du monde, il y avait ce critère-là. T'es champion du monde, t'es présélectionné. d'accord. Ça faisait pas Ouais. une place en plus, c'était. Non, non. Et ça se jouait comment les quotas? Tu dis que c'était sur les qualifs? Oui, c'était sur les qualifs et du coup les quotas en fait, c'est un quota pas nominatif. On cherchait Ouais, deux ouais. françaises pour les Jeux de 2000 quoi. Et il fallait Donc faire genre un top 15 voilà, ou c'est top ça. 20. Il fallait qu'il y ait deux françaises dans le top, je sais plus combien. Ouais. D'accord. Mais ouais, il fallait que ça soit deux françaises. Deux françaises. C'est pas Ouais. une et puis bam, on a Non. les deux. Non, c'est d'accord. Ouais. Ok. Ça se passe bien. Oui, Qualif, quota direct. ça se passe bien. Qualif, je dois faire une passe de 4. Du coup, je sais plus si c'est Anne-Lise ou Isabelle Després derrière, tu vois. Donc voilà, les Françaises, ça match dès les qualifs. Donc on n'a plus après à continuer. Enfin voilà, avec cette petite angoisse quand on ne le fait pas sur cette course. Quoi. Voilà. Après, sur le reste de la course, sur les championnats du monde, je dois faire dans les 10, mais pas un super championnat du monde. Pas souvenir, tu vois, même pas le souvenir d'une place très précise. Mais voilà, le championnat du monde, dans les temps des gens champions du monde, année juste avant les Jeux, pas de grosses performances. Ouais, ça doit être très difficile à gérer, j'imagine. Oui, alors on dit que gagner une fois, c'est plus facile que regagner. Voilà. En tout cas, j'ai pas gagné 2 fois, donc je peux pas Tu dire. peux pas le dire. Et comment tu fais à la suite de ces championnats du monde un peu ratés, en sachant qu'il y a les Jeux dans un an, que c'est tes derniers Jeux, peut-être déjà tu savais déjà. Oui. Comment tu abordes cette préparation? Tu es toujours sur Toulouse, le groupe d'entraînement Ouais, toujours toujours le pareil. même, Ouais. rien n'a changé, Non, non. ça match, tu sais que Ouais. ça va bien se passer. Ouais, qu'on peut s'épauler, se soutenir les uns les autres. Donc, oui, je suis restée exactement dans la même dynamique. Et après, mais il y avait quand même le passage obligé des piges. Il y a Tony qui était venu renforcer entre-temps le groupe. Donc, c'était vraiment les séances au quotidien avec Franck Wilfried, Tony, Peggy, Laurent Burst. Donc, vraiment des bateaux qui avaient des super qualités. Et voilà, après, passage obligé des piges, hein, même si on est numéro 1 française, entre guillemets, ben voilà, ça se joue sur une semaine à fois. Donc ne pas négliger cette préparation. Et là, les piges étaient en mai, donc ça a laissé le temps après de rebondir pour préparer les Jeux en septembre.
Voilà. Donc on n'était pas dans une programmation de souvenirs en se disant les piges, bon, il faut qu'on soit en pic de forme, ça c'est sûr, et derrière ça risque d'être compliqué pour gérer l'après. Alors, il y avait vraiment le temps de refaire un bloc en fait jusqu'au jeu après en septembre. Ah, les jeux étaient en septembre Ouais, en 2000. ouais. Et les piges devaient être avril-mai. Voilà. Ouais, donc tu fais presque comme une saison C'est normale, ça. un Ouais. double pic de forme. Ouais. Donc les piges se passent bien. Bien, mais jusqu'à la dernière porte de la dernière course, rien n'était joué. Ouais, Ouais, il y voilà. avait grosse concurrence Ouais, en ouais. équipe. Et c'est pas Anne-Lise qui passe avec toi, si je me souviens Non, c'est bien. Peggy. C'est Peggy qui Ouais, passe c'est et qui Peggy. ensuite a un... Ouais, elle a un problème de santé, donc elle peut pas carrément l'interdiction de faire une pratique au niveau et de reprendre l'entraînement. Donc ça arrive au mois de juin. Voilà, donc Ça impacte ta préparation, le fait de sortir ta partenaire beaucoup de concurrent tristesse parce que là tu te dis en fait elle est sélectionnée, elle a sa place et puis ça s'arrête là-dessus quoi. Et puis c'était un pépin de santé complètement inattendu, un problème de phlébite, donc quelque chose, c'est pas une luxation d'épaule, c'est pas un accident en faisant quelque chose de foufou. Voilà, Ça donc tombe dessus comme ça, alors tu peux déjà tu te rien. dis la santé parce que c'était quand même assez important. Voilà, donc déjà ça, et puis oui, après tu te dis ben ouais, dommage de ne pas vivre cette expérience avec Peggy, et puis après ben, tu te reprépares, Annelise arrive et puis tu pars avec Annelise, on se connaissait bien quand même. Hein. Ouais, vous étiez de la même génération. Ouais. Penrith, c'est encore un nouveau type de bassin. Oui. Des plots. Oui. C'est nouveau. On y était déjà allé au moins 2-3 fois. Ouais. Ouais. Et Nottingham, il y avait déjà des plots, hein. Bonne question. Du béton, oui. Ouais, ça, De l'eau qui te rend malade, oui. Ouais. Mais ouais, c'est tout à fait possible. Ouais. Parce que ça change quand même les mouvements d'eau. Ouais. Donc vous avez pu y aller 2-3 fois dans l'année. Alors on y a été en septembre, après les championnats du monde. On a fait un stage post-saison. C'était assez surprenant. Ouais, c'est particulier. Hein. Très particulier. Et là, les personnes qui étaient s'en rappelleront. Post-saison. On s'est bien marré. Et après, on y est retourné au mois de janvier-février, avant les piges. Et puis après, on y est retourné pour les Jeux. Et on y était peut-être allé une fois avec Franck Wilfried, dès qu'ils ont ouvert les pompes. Peut-être 6 mois avant ou un mois avant. Donc vous connaissiez très bien on connaissait le bassin. quand même pas mal. Quoi. Ouais. Même s'ils avaient fait des modifs, il faut se souvenir de Franck Wilfried en bas du bassin, elle a changé les plots pour créer des mouvements d'eau. Ils ont quand même bien participé aussi. Eux faisaient ça. Sur la toute première fois où ils l'ont ouvert, donc ça devait être en 99, peut-être tout début de l'année 99. Ouais, j'ai ce souvenir de Myriam leur dire essayez ça. Et, c'était les premières fois en fait où si tu changeais 2 plots en haut, ben, tu avais un nouveau mouvement d'eau qui se crée en bas et c'était fascinant. Quoi. Voilà. Un vrai terrain de jeu, quoi. C'est ça. C'était Lego. Ouais. Donc c'était premiers Jeux Olympiques. Oui. Mais tu as déjà vu Atlanta de l'extérieur. Oui. Comment ça se passe? Comment ça se passe ma crainte vraiment au jeu, c'était toutes les personnes qui m'avaient dit que arrivé au départ, en fait, tu subissais parce que l'enjeu était tel que tu n'arrivais pas à t'exprimer. Voilà. Donc ma réelle crainte, c'était ça. Et j'ai ce souvenir d'une fille de l'Aviron qui m'avait dit j'ai pris le départ, je me suis dédoublée. Je me suis regardée pagayer en me disant mais fais pas ça, avance, agis, fais comme ça, et passer la ligne d'arrivée, pouf, tout est retombé, tu te prends ça en pleine figure. Quoi. Donc j'avais vraiment envie d'être actrice sur l'eau, même s'il y avait des petites erreurs, mais voilà, pouvoir naviguer. Quoi. Je vais pas dire prendre plaisir, mais voilà, dérouler mon projet. Voilà, faire. Toi, le plaisir, c'était à l'entraînement. Ouais, le plaisir, c'était à l'entraînement. Après, au jeu, il y a quand même des super moments sur l'eau. Voilà, alors après, addition des 2 manches, touche à 2 secondes, une pénalité à chaque manche, un petit esquimau dans les dernières portes. Voilà, mais j'ai quand même l'impression d'avoir géré. Ah, tu prends un esquimau dans ta finale olympique. Voilà, Wow. Comme une cadette, quoi. Je ne vais pas dire comme une merde, mais presque. Quoi. Voilà. Incroyable. Et voilà, mais l'impression quand même d'avoir joué. Et puis dans la saison, si tu veux, j'avais gagné une Coupe du Monde à Saint-Pé. J'avais fait 2e au championnat d'Europe derrière Stepanka.
Yertova. Donc en fait, on s'était partagé. Elle avait gagné CO, j'avais fait 3. Voilà. Donc, Et c'est elle qui gagne. et c'est elle qui gagne. Voilà. Donc je passe la tête, je passe la ligne d'arrivée avec une tête où, comme je viens d'esquimoter, je sais même pas si j'ai passé mes portes ou quoi que ce soit. Puis quand je sais que je suis 2, je suis super satisfaite. Ouais. Ouais. Zéro remords. Zéro regret. Et l'objectif, j'avais jamais annoncé que je voulais être championne olympique. J'avais du mal à annoncer les choses. Donc un podium. Voilà. On me disait qu'un podium déjà, ce serait bien quoi. J'avais peur d'annoncer d'être championne et de rien avoir. Donc toujours un peu de crainte d'annoncer, de se fixer des objectifs en termes de résultats. Et je voudrais revenir juste sur un sujet qui pour nous maintenant c'est plus un enjeu. C'est comment vous gériez l'addition des deux manches. J'imagine être dans le start d'une finale olympique, mais en ayant derrière soi 148 secondes plus 2 à gérer comme dans le porte-bagages. Ouais, en fait, moi j'avais gagné la première manche, mais tu sais que tout est à Ah oui, donc tu avais gagné avec plus 2 ta première c'est ça, manche, tu pars en dernière. Et... Tu pars dernière, donc tu connais les résultats, mais tu sais que tout est à faire en fait. Donc tu sais que Stepanka a fait un super chrono. Je sais qu'elle a fait un gros temps, je sais qu'Annelise est médaillée. Et maintenant c'est la place. Voilà, donc j'ai souvenir, j'ai fait appeler Pilou juste au départ, mais il devait savoir que j'allais être fébrile parce qu'il n'a pas mis 10 secondes à venir. Et là, je le regarde et je lui dis, ben là, je fais quoi? Et il me dit, ben écoute, d'un calme, une sérénité exemplaire. Il me dit, là, le start, il faut que tu ailles là. Et puis après, ben, tu as la 1, tu as la 2. Tu vois, ce que tu as dit là, tout ce que voilà, tu fais ça. Ok. Voilà, et je pense que ça m'a quand même bien fait redescendre. Ouais. Incroyable. Parce qu'en plus, j'avais vécu la victoire de Tony à Blanc, on m'avait dit, il va pas le regarder. J'ai dit, ouais, mais va pas le regarder. Mais c'était Fredo, notre kiné ostéo, Kiro, là. Fred Allman Fred Allman, qui était en train de me masser. Et puis à un moment, je regarde, je dis, on va le voir. Et Fredo, il me dit, mais on a dit qu'il fallait pas. Je m'en fous. Donc on est sorti en courant, on a regardé. Voilà, donc ça, c'était un bon moment de partage aussi. Voilà, donc du mal à redescendre. C'était le même jour que ta course. Ah ouais, juste avant, 1 heure avant, quoi. Donc voilà, entre Tony et puis après la finale à l'envers et tu pars dernière, je n'ai pas dû beaucoup de redescendre, quoi. Voilà. Donc très satisfaite de comment dans la globalité je l'ai géré, même si c'était perfectible par moment, quoi. Et ouais, pour revenir à ma question, donc tu arrives à gérer bien le fait d'être leader à l'issue de la première manche. C'était déjà le cas en 97 ? Je partais pas dernière. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a ça en fait. L'ordre de départ sur la finale, c'était aussi. Je devais partir, il devait pas y avoir peut-être 2 bateaux derrière moi en 97. Et donc 1, 2, 3 secondes à aller chercher. Voilà, c'est ça. Donc c'est 2 choses différentes. En 97, tu passes la ligne d'arrivée, tu dis, voilà, j'ai fait une belle manche, un gros temps, mais voilà, il y a derrière, il faut attendre. Et puis après, 2000, où là, tu passes la ligne, t'es la dernière, quoi. Après, il coupe l'eau, quoi. Après, le public part. C'est ça, oui. Est-ce que tu avais une stratégie différente en fonction de j'ai bien fait ma demi, il faut que je l'assure en finale, ou est-ce que c'était. Si t'es leader en demi, est-ce que tu abordes ta finale de la même façon que si t'as 3 secondes à aller chercher? Non, non, je pense pas. Je pense que j'avais cette petite marge de vitesse, tu vois, qui me disait que voilà, il fallait que je l'utilise. J'avais souvent des petites erreurs à corriger. Donc j'ai jamais eu. Enfin, j'ai pas de souvenir d'avoir navigué un peu au frein à main, quoi. Sûrement assuré, des fois être un peu petit bras, parce que là, il y a de l'enjeu. Tu vois, sur des piges ou peut-être même au jeu où tu vois, tu n'arrives pas à te libérer complètement dans un stop, tu vois, tu raccourcis un peu la pelle ou la manière dont tu sors, mais pas de gestion complètement différente, non. Ok. Eh ben, je te propose d'arrêter là, ça fait 1h30. Je me suis régalé. Écoute, il y a tellement de choses à raconter parce que c'est quand même, au bout du compte, des super moments, quoi. Voilà. C'est une partie de ma vie, même si je suis consciente que ça fait qu'enrichir ma vie. Je pense que ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, elle aurait été pas loin si j'avais pas fait de bateau. Mais en termes de souvenirs et puis même d'expérience et des choses qui me resservent tous les jours, quoi. Voilà, donc c'est une source d'épanouissement. Voilà, et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux jeunes quand ils prennent les départs et tout ça, de leur dire, mais attendez, là, au bout du compte, tout ce que vous faites, si vous le faites de manière pro et en sachant exactement ce que vous voulez, en comprenant bien les choses,
et ben ça peut être que du positif, quoi. Voilà. J'ai une dernière question. Pourquoi tu étais aussi rapide? Qu'est-ce qui faisait que tu allais plus vite que les autres? Ouais, je crois que c'était des qualités physiques. Déjà, je veux pas être prétentieuse, mais je me la collais à l'entraînement. Ouais. Voilà, ouais. Tout ce qui était physio et tout ça, peut-être merci bisu, mais voilà, je rechignais pas à l'entraînement. Et après, je pense que c'était des qualités physiques, des profils un peu aérobie, pas forcément hyper explosives, pas ridicule en muscu, et puis rapport poids-puissance, quoi. Voilà, Donc plutôt des qualités physiques ouais, ouais. au-dessus. Ouais. Et après, au niveau technique, ben ouais, je pense que tout ce qui était travail avec la pagaie, par rapport à peut-être certaines Allemandes qui étaient plus piqué-piqué, ou voilà, un peu plus peut-être de fluidité, de continuité, quoi. Bon, après, c'était l'école française, hein. Il n'y avait pas que moi qui était avec ces qualités-là techniques, quoi. Ok. Eh ben super, merci beaucoup Avec plaisir, Brigitte. Cédric, et bravo à toi pour ces initiatives. C'est pas facile, les vieux, de se mettre dans la peau d'être interviewé. Mais Ça n'empêche change. que, écoute, si on peut expliquer ce qu'on a vécu et donner deux, trois petites idées, ben, tant mieux, quoi. Ouais, ben, j'espère que ça plaira à ceux qui nous écoutent et puis ben, je te souhaite une bonne continuation. Ouais, merci. À toi aussi. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode.